TF1 20h avec Dominique Baudis. Crise de l'énergie, les pays industrialisés n'en sont pas les seules victimes. Elle aggrave aussi la situation des pays du tiers-monde. Le CNPF et l'énergie, l'industrie française devra économiser 14 millions de tonnes de pétrole d'ici à 1985. Aimé Paquet présente le bilan de son action de médiateur au président de la République. Dans ce journal, un exemple concret des contacts souvent difficiles entre administration et administrés. San Salvador, les 11 otages de l'ambassade de France, toujours prisonniers, le président du Panama en visite en France propose sa médiation. Bonsoir. Le chômage, la hausse des prix, l'énergie chère, en un mot, la crise, tout cela nous le retrouvons quotidiennement dans l'actualité et dans nos préoccupations, en France, en Europe, aux États-Unis, à tel point que l'on finit parfois par s'imaginer qu'il s'agit d'un phénomène que nous serions les seuls à subir, nous autres, pays industrialisés. Or, il faut savoir que cette crise frappe également les pays du tiers-monde, et elle les frappe d'autant plus sévèrement qu'elle vient s'ajouter à tous les autres phénomènes structurels qui pèsent sur ces pays, l'analphabétisme, la malnutrition, la croissance démographique incontrôlée, la mortalité infantile, et la liste de ces fléaux est encore longue. La crise donc est venue aggraver la situation de ces pays du tiers-monde, d'autant plus que dans cette conjoncture défavorable, les pays industrialisés retrouvent les vieux réflexes d'autodéfense. L'aide occidentale a diminué, le protectionnisme a retrouvé ses droits, l'endettement des pays pauvres s'est donc alourdi. Alors ces sujets de préoccupation seront autant de sujets de réflexion à l'occasion d'un vaste carrefour, la CNUSED, traduisez la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. 159 pays vont participer à cette conférence de Manille, dont les travaux commencent aujourd'hui. Cela représente 3 milliards d'hommes et de femmes, les 3/4 de l'humanité. Et à la veille de l'ouverture de cette conférence de la CNUSED, 12 pays industrialisés, parmi lesquels la France, ont décidé de faire un geste de bonne volonté. Ils ont annulé les dettes que devaient leur payer les pays les plus pauvres de la planète. Emmanuel Delataille. Du tiers-monde se sont encore aggravés. L'Occident ne leur prête pas assez de dollars, ils sont écrasés de dettes. Avec notre inflation, ils paient nos produits de plus en plus chers et nous accusent de sous-payer les leurs ou de leur fermer nos marchés pour endiguer notre chômage. Voyons les points essentiels de ces inégalités accablantes. Primo, alors que le tiers-monde représente les 3/4 de la population mondiale, il n'en reçoit que le 5e des ressources. Si dans le marché commun, le revenu moyen par habitant tourne autour de 2500 francs par mois, la majorité des habitants du tiers-monde ont moins de 2000 francs par an. Et 40 pays moins de 80 francs par mois. Exemple, la plupart des pays africains ou l'Inde, sans compter la Chine dépourvue de statistiques. Secondo, les nouveaux rivaux industriels qui nous font peur fournissent moins de 10% de la production mondiale, au plus 20% en l'an 2000. En combinant comme le Japon, le capitalisme et leurs traditions, surgissent, de l'Asie au Mexique, des concurrents qui nous menacent avec de bons produits à bas salaire. Ils nous reprochent notre protectionnisme, et pourtant le commissariat au plan a calculé que leur compétition a engendré chez nous un surplus d'emplois, et c'est avec le tiers-monde que la France réalise ses meilleurs surplus de devises. Tertio, le tiers-monde vit encore essentiellement sur une agriculture qui ne lui rapporte pas assez. Malgré la hausse des matières premières, les pays pauvres réclament toujours un système de stabilisation des prix qui leur épargnerait des baisses souvent ruineuses. Enfin, le déséquilibre s'accroît entre les prêts et les dettes. Avec la crise, les pays riches ont largement réduit leur aide, au-dessous de 0,7% de leur produit national, la France moins que les autres, 0,6%, et le tiers-monde s'enfonce dans le cercle vicieux d'un endettement faramineux, 1500 milliards de francs, un an de toute notre consommation. Les remises de dettes décidées par 12 pays, dont la France, ne représentent que 2% de ce fardeau démesuré. Avec la Chine qui se lance dans la course au développement tandis que tant de pays ne réussissent pas à sortir de la misère, notre avenir sur 20 ans se jouera largement sur la capacité de l'Occident à résoudre le conflit qui oppose une minorité de riches au nord et une multitude de pauvres au sud de la planète. Lorsque l'on parle de millions de tonnes de pétrole ou de millions de barils de pétrole, on a parfois du mal à imaginer ce que cela représente exactement. Par exemple, les économies d'énergie réalisées l'an dernier par les Français. 16 millions de tonnes de pétrole. Eh bien, cela représente 75 fois la cargaison de la Moco Cadiz. Alors,
À qui doit-on cette économie de 16 millions de tonnes de pétrole? Pour moitié, à nous-mêmes, à nous tous. Ce sont des économies réalisées par les particuliers, les consommateurs. Quant aux industriels, ils ont contribué à ces économies dans la proportion de 20%. Cet effort peut être et va être développé, c'est d'ailleurs l'objet d'un colloque organisé par le CNPF. Cela suppose des investissements supplémentaires. Les industriels consacraient l'année dernière 1 milliard de francs aux économies d'énergie. Certains considèrent qu'il faudrait atteindre 3 milliards de francs par an. On le voit, dans ce domaine, les économies coûtent cher. Une enquête de Michel Chevalet. Nous disposons en France d'une source inépuisable d'énergie. Ce n'est pas le charbon, encore moins le pétrole et le nucléaire. Ce sont les économies d'énergie, et oui. À l'horizon 85, alors que le nucléaire doit nous faire économiser 42 millions de tonnes d'équivalent pétrole, les économies d'énergie arriveront presque au même bilan. Or, jusqu'à présent, ces économies d'énergie ont été avant tout le fait des particuliers. 15 millions de tonnes d'équivalent pétrole ont été ainsi économisées chaque année. 15 millions de tonnes d'équivalent pétrole, cela représente tout de même 75 Amoco-Cadix. Aujourd'hui, c'est vers les industriels que se tourne le gouvernement et plus précisément le patronat, le CNPF. L'industrie, qui consomme un tiers de notre énergie, devra d'ici 1980 faire encore plus. Facile à dire, car cela nécessite d'abord une volonté, ensuite une remise en cause de procédés de fabrication. Ainsi, à Péchinet, dans l'aluminium, détient aujourd'hui le record mondial d'économie de kilowattheure. Citons également les cimenteries qui ont réussi le tour de force d'économiser 25% d'énergie tout en réduisant leur pollution. Mais les économies d'énergie exigent un investissement. Chaque tonne de pétrole économisée nécessite en effet 2000 francs. Et d'ici 1985, estime l'Agence pour les économies d'énergie, c'est chaque année 3 milliards de francs qui seront consacrés à ce secteur. En somme, d'une pierre, on va faire deux coups, puisque l'on va créer chaque année 20 000 emplois nouveaux. Et maintenant, comme chaque soir, le point de la campagne électorale en France et en Europe avec ce journal des Européennes préparé ce soir par Jacques Hébert et Patrice Duhamel. Alain Perfit à Strasbourg, l'Europe ne peut progresser que par l'exercice en commun des souverainetés nationales. Le garde des Sceaux parlait devant le Conseil de l'Europe. Certains pionniers avaient conçu l'espoir qui n'était pas dénué de générosité ni de grandeur, qu'une intégration supranationale provoquerait le dépérissement des États, des gouvernements nationaux, des parlements nationaux, au profit d'institutions indépendantes de ces États et supérieures à eux. L'expérience de ces 30 ans a montré que cette visée ne tenait pas compte des réalités. Nos vieilles nations, forgées par les siècles, ne peuvent pas s'effacer, comme purent le faire les 13 jeunes États d'Amérique. Comme disait familièrement le général de Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Michel Pinton, délégué général de l'UDF, Jean Le Canuet n'appartient pas à la secte des supranationaux comme le déclare Jacques Chirac. Le jeu qui consiste à opposer déclarations passées et présentes est plein de périls. Jacques Chirac à Angoulême, les centristes restent les centristes. Parler de convergence dans la majorité, c'est créer la confusion et obscurcir le débat. Le communiste Maxime Grémetz sur les dernières déclarations de Pierre Mauroy au Club de la Presse, c'est une nouvelle confirmation de l'identité de vue qui prévaut entre le Parti Socialiste et l'UDF sur les questions européennes. En clair, Pierre Mauroy s'assoit sur les genoux de Jean Le Canuet. En marge de la campagne du 10 juin, Jean-François Poncet a décidé d'expliquer et de rendre plus accessible le fonctionnement des institutions européennes. Avant le Conseil des ministres des Affaires étrangères, demain à Bruxelles, Jean-François Poncet a pris l'initiative d'une réunion préparatoire portes ouvertes aujourd'hui au Quai d'Orsay. Gérard Saint-Paul. Messieurs, nous sommes réunis pour préparer, comme nous le faisons une fois par mois, avant la réunion du Conseil des ministres à Bruxelles, les différents points qui seront inscrits à l'ordre du jour et dont nous aurons à parler demain aux communautés européennes. Alors c'est la première fois qu'une réunion de ce genre est filmée par la télévision, mais je crois que c'est un sujet qui est de nature à intéresser tous les Français, qui est celui de savoir comment
la France est effectivement représentée à Bruxelles, comment ses intérêts y sont défendus. Eh bien, nous avons une réunion du Conseil des ministres tous les mois à Bruxelles, c'est là que les points de vue de la France sont exposés. Cette réunion, elle est préparée la veille par une réunion des principaux fonctionnaires avec le secrétaire d'État aux affaires étrangères, plus particulièrement chargé des affaires européennes. C'est au cours de cette réunion que les positions de la France sont définitivement arrêtées. Alors, à l'ordre du jour de notre réunion à Bruxelles de demain, 8 mai, nous avons un certain nombre de questions importantes. La principale est celle du renouvellement de l'accord qui lie les 9 pays de la communauté aux 56 États africains, pacifiques et Caraïbes. C'est ce qu'on appelle l'accord de Lomé. Peut-être un Esquimau élu député européen, le Danemark a en effet décidé de réserver un siège pour le Groenland qui vient d'accéder à l'autonomie. La bataille se jouera entre un centriste et un social-démocrate groenlandais. Les élections européennes sur TF1, jeudi 17 mai à 20h30, face à face, Jacques Chirac, Georges Marchais, François Mitterrand et Simone Veil. Un face-à-face diffusé en direct sur TF1 et RTL et animé par Christian Bernadac, rédacteur en chef de TF1, et Alexandre Balou, directeur adjoint de la rédaction de RTL. Vendredi 18 mai à 20h30, face-à-face Michel Debré, RPR, Pierre Mauroy, Parti Socialiste. Vendredi 25 mai à 20h30, face-à-face, Jean-François Degnaud, UDF, Charles Fitterman, Parti communiste. Enfin, dans nos éditions de 13h et après tirage au sort, sont invités le 21 mai Georges Marchais, le 22 mai Jacques Chirac, le 23 mai François Mitterrand et le 25 mai Simone Veil. La suite de l'actualité, la situation est toujours dans l'impasse à San Salvador. Les membres des commandos retiennent toujours en otage 11 personnes, parmi lesquelles, vous le savez, l'ambassadeur de France. Le gouvernement du Salvador affirme qu'il ne négociera pas, mais déclare aussi qu'il ne recourra pas à la force. Alors l'issue de cette affaire est difficile à prévoir. Un espoir toutefois, le président du Panama, qui se trouve aujourd'hui en visite en France, propose une médiation. Le président Giscard d'Estaing a accueilli favorablement cette proposition. Tentaculaire, kafkaïenne, inhumaine, ubuesque, tout a été dit sur certains travers de l'administration, sur le cynisme dont elle peut faire preuve parfois, sur ses règlements impénétrables, sur ses lenteurs aux conséquences souvent incalculables, et face à ce que les Français considèrent souvent comme une sorte de monstre froid, une institution et un homme. Le médiateur a en effet pour fonction de s'interposer entre l'administration et les administrés lorsqu'il est saisi de situations particulièrement inacceptables. Cette fonction de médiateur, créée il y a 6 ans, est exercée depuis 5 ans par M. Aimé Paquet. Et comme chaque année, il a présenté un rapport faisant le bilan de son action. Ce rapport a été remis ce matin au président de la République et cet après-midi au Premier ministre. Cette année, le médiateur est intervenu plus de 7000 fois. Et derrière ce chiffre, autant de situations particulières, toujours exaspérantes, souvent douloureuses. Avec ce reportage de Marie-Geneviève Lemoine, un exemple concret, celui de 2 personnes âgées dont la vieillesse aurait pu devenir un véritable enfer. En 1962, Ernest Gilbert prend sa retraite et se retire à la campagne. À Pérido, dans son village natal, il possède un terrain sur lequel il veut bâtir sa maison. Mais le permis de construire lui est refusé par la direction départementale de l'équipement. Motif, le projet de déviation autoroutière de la RN10 interdit toute construction à cet endroit. Les services de l'équipement conseillent alors à M. Gilbert d'acquérir un autre terrain, réputé particulièrement paisible, de l'autre côté du village. C'était une offre ou une obligation d'acheter ce terrain? J'étais obligé de l'acheter. Si je voulais bâtir à Pérido, ou alors à ce moment-là, Pérido était mort pour moi, je ne pouvais rien faire aucune part. Et vous vouliez venir à Pérido, pourquoi? Je suis né il y a 66 ans ici, dans cette maison que vous voyez derrière. Je dirais des attaches. Je suis du monde encore qui est ici, qui m'ont vu gamin et tout ça naître là. Je suis revenu là, je suis revenu par ici, on revient à ses premiers amours. En 1964, le permis de construire est accordé. À peine la maison terminée, le projet initial de la déviation est abandonné pour un nouveau tracé à 4 voies qui passe justement à 50 mètres au-dessous de la propriété. C'est le début d'un conflit entre M. Gilbert et l'administration qui durera 15 ans. Vous savez, j'ai vécu longtemps dans des immeubles, à Angers, tout ça, quand j'étais militaire, aussi en vivant dans les immeubles. Vous savez, c'est pour ça que je voulais me retirer à la campagne pour être tranquille et vivre un peu, vraiment, de ma retraite, en profiter. Et malheureusement, depuis 3 ans, c'est l'enfer.
Maintenant, il y a une chose, mon mari faisait la sieste derrière, là, dans le jardin. Eh ben, il ne peut plus faire la sieste l'après-midi. Il est obligé de faire la sieste dans son garage. Il n'y a pas à tortiller. Les jours de pointe, le trafic atteint 30 000 véhicules, dont 25% sont des camions. L'administration, qui reconnaît sa responsabilité, a proposé plusieurs solutions. L'isolation phonique de la maison, une butte anti-bruit ou un rideau d'arbres. Ces palliatifs, toujours insuffisants, ne sont pas tous réalisés. La commune de Ruffec achète alors un terrain en contrebas de la maison pour faire un remblai. Ce n'était pas la DDE d'acheter ce terrain et de faire ce que vous êtes en train de faire? Bien, je pense que si. Je pense que si, c'est la raison pour laquelle je lui demanderai... Vous voyez, vous entendez C'est la raison pour laquelle je lui demanderai d'indemniser la commune ou de participer aux frais qui ont été entraînés pour la ville de Ruffec. Aujourd'hui, grâce à l'intervention du médiateur Aimé Paquet, l'administration va réparer son erreur. Le ministère des Transports propose à monsieur et madame Gilbert de racheter la maison ou de leur donner une indemnité pour préjudice qu'ils estiment à 120 000 francs. Avec les travaux que vous voyez partout que j'ai fait, toutes ces plantations d'arbres, je suis attaché maintenant ici, je ne voudrais vraiment pas partir maintenant. Recommencer ce que j'ai fait depuis 15 ans, je ne me sens plus la force d'ailleurs. Aller où maintenant? L'autre côté de la déviation, pour qu'il y en ait une autre route après, ou un terrain de déviation, ou n'importe où. Alors. En ce moment, on doit être tranquille, quoi. Alors pour ça, on a décidé de rester ici, que j'ai opté pour l'indemnité. En matière sociale, cette semaine qui commence sera dominée par le 38e congrès de la CFDT. Demain, 1800 délégués se retrouveront à Brest pour ces assises dont la clôture ne sera prononcée que samedi prochain. À ce congrès de la Confédération française démocratique du travail, plus de 3000 syndicats seront représentés. Alors on connaît le rôle des syndicats. En revanche, on connaît moins la façon dont ces organisations fonctionnent, quelle est la vie de leurs cellules de base. On connaît également le visage de leurs dirigeants, on connaît moins le profil de leurs militants. Pour mieux comprendre ce qu'est un syndicat et ce que sont ces militants, ce reportage de François Gault. Il a réalisé son enquête dans un groupe d'assurance employant 12 600 salariés. Sur les 12 600 salariés qui travaillent aux assurances générales de France, 3 200 sont syndiqués et 1 200 ont leur carte CFDT. Et voilà l'homme clé du syndicat, le collecteur de cotisations. Car sans ressources financières, pas d'activité syndicale, pas d'adhérents et pas de syndicat. Et quel est le taux de cotisation? Ça s'échelonne c'est hiérarchisé entre 20 et 75 francs par mois. L'objet de la réunion du bureau est donc de préparer l'ordre du jour de la réunion de vendredi. Chaque semaine, la section syndicale se réunit. Elle représente le noyau du syndicat, son état-major. Elle regroupe un secrétaire, un trésorier, les délégués du personnel, les délégués au comité d'entreprise, les délégués syndicaux. Nous fonctionnons en collectif, c'est-à-dire Paris-Province, donc 4 sections en Paris et 43 en province, qui elles-mêmes sont reliées au syndicat des assurances de leur localité, qui ensuite est relié à la fédération des services, c'est-à-dire professionnels, qui elle-même est reliée à la confédération. En France, toutes centrales syndicales réunies, on compte 55 000 sections syndicales. À la situation actuelle des travailleurs, à savoir que c'est une réponse à l'informatisation. C'est la section syndicale qui représente ses adhérents auprès de la direction, qui défend les revendications des salariés, qui participe aux négociations. Et tout cela entraîne parfois des conflits. Pour pouvoir, dans l'entreprise, avoir une négociation qui a commencé il y a un mois, il a fallu des actions dans toute la profession, en particulier en assurance, au début du trimestre. Sans action, il n'y a pas de négociation, c'est le fondement même de toute la lutte sociale et syndicale. Vous, comment êtes-vous devenue militante? Parce que j'ai eu envie de me battre. On n'y vient pas comme ça. On y vient comment? Quand on a des problèmes dans un service ou quand on voit la vie que l'on mène, la vie quotidienne, je pense. Et il y a un jour où on sent que quelque chose s'enclenche? Oui, certainement. Vous vous rappelez pas, vous, quand ça s'est produit? J'étais dans un secteur aussi favorable aux syndicats, je pense que c'est ça aussi. J'ai une vision nouvelle qui m'avait pas effleuré peut-être au départ. Et vous ne regrettez rien? Ah non, pas du tout. Au contraire. Notre profession vient de perdre l'une de ses plus grandes signatures.
Pierre Viançon-Ponté est mort la nuit dernière à Paris. Il était âgé de 58 ans. L'éditorialiste du Monde avait commencé sa carrière de journaliste à l'agence France Presse. Atteint depuis plusieurs mois par la maladie, il avait évoqué son mal dans un livre écrit en collaboration avec le professeur Schwarzenberg sous le titre « Changer la mort ». Pierre Viançon-Ponté était alité, mais il n'en continuait pas moins à écrire. Son dernier papier était publié samedi. C'était sa dernière chronique au fil de la semaine pour le supplément hebdomadaire du Monde dont il avait la charge. Dans ce supplément de 4 pages, il publiait chaque semaine une chronique qui s'appelait Au fil. Une chronique assez remarquable, d'abord parce que pendant 7 ans, il ne l'a pas interrompu un jour. Et samedi dernier, alors qu'il souffrait atrocement depuis plusieurs mois, il a tenu à remettre sa chronique hebdomadaire. Et cette chronique, c'était un peu ce que j'appellerais la chronique de l'ère du temps. Il ne parlait pas, et loin de là, que de politique, dont nous sommes parfois saturés, mais il parlait de la vie intellectuelle, de la vie de tous les jours. Alors ce que j'admirais beaucoup en lui, d'une part, c'était une facilité extraordinaire d'écriture. Il écrivait vite et bien, sans rature. J'ai toujours été jaloux de lui sur ce plan-là. Et puis, il a donné un ton, il avait un ton, et notamment pour traiter, évoquer les problèmes délicats, difficiles, qui risquent de heurter ou de blesser, il trouvait le ton juste, et il le trouvait tout de suite. Et en dehors de cette chronique, où il s'exprimait avec une liberté totale sur tous les sujets qui lui venaient à l'esprit, il publiait des éditoriaux de temps à autre dans le Monde, et précisément sur les problèmes délicats, des problèmes de mœurs, de justice. Il était vraiment non seulement l'honneur de la presse française, mais il était pour nous d'un prix exceptionnel. Il a apporté une contribution que nous regretterons longtemps encore. Réaction du Premier ministre, M. Raymond Barre a déclaré « J'ai appris la mort de M. Viançon-Ponté avec beaucoup de tristesse. C'était un grand journaliste, un homme de grande culture et un homme de caractère. Je voudrais saluer sa mémoire. » À votre compagnie, Jean-Claude Marcy, la suite de l'actualité. Mais d'abord, 11 blessés, dont 2 graves dans un accident de voiture spectaculaire cet après-midi, boulevard Haussmann, à Paris. Un taxi est monté sur le trottoir devant une entrée des Galeries Lafayette. Le véhicule a fauché la foule des badauds et des clients. Il a ensuite renversé une cabine téléphonique occupée par un jeune homme. D'après les premières constatations, c'est à la suite d'une défaillance technique que le taxi est monté sur le trottoir et le chauffeur aurait également été victime d'un malaise. Les 33 attentats commis la nuit dernière en Corse n'ont toujours pas été revendiqués. Ces explosions ont fait des dégâts importants, mais pas de victimes, je vous le rappelle. À Ajaccio, l'explosion de 9 bombes a partiellement détruit des agences immobilières, des cabinets d'assurance. Les autres objectifs ont été des villages de vacances ou des terrains de camping. Et à Bastia, enfin, une charge de dynamite a été désamorcée, elle avait été déplacée devant les services de l'équipement. Ce matin, le conseil régional qui avait déclaré que l'État n'assurait pas l'ordre et la sécurité dans l'île s'est vu répondre par le préfet de région que le gouvernement ne pratiquera pas la répression pour la répression. Idi Amin Dada ne se rendra pas à Fès. Le secrétaire général adjoint de la conférence islamique a démenti ce matin les rumeurs selon lesquelles l'ancien président ougandais se rendrait au Maroc pour participer aux travaux de cette conférence islamique. Selon le Daily Telegraph, Idi Amin Dada se trouverait actuellement en Libye. Par ailleurs, la commission préparatoire à la conférence a suspendu la participation égyptienne, cela à la demande de plusieurs délégations. C'est demain que s'ouvre la conférence qui va réunir quelques 3000 délégués. Au Liban, l'aviation israélienne a bombardé des concentrations de fédayines palestiniens au nord de Methola. On ne connaît pas le nombre des victimes. En revanche, le raid que les Israéliens auraient effectué près de Tyr, tuant 11 personnes, a été démenti par les correspondants étrangers en poste au Liban. L'attentat dans lequel l'ancien directeur de la sécurité générale espagnole, M. Emilio Rodríguez Román, a été grièvement blessé ce matin à Madrid, fait suite à une série d'actions qui a fait 52 morts en Espagne depuis le début de l'année. Les attentats sont surtout localisés au Pays Basque, où ils sont revendiqués en général par le TA, ainsi qu'à Barcelone et Madrid, zone d'action des Grappos. L'attentat de ce matin a eu lieu en plein centre de Madrid. M. Rodríguez Román a été abattu devant son domicile, vous l'avez vu, alors qu'il s'apprêtait à monter en voiture en compagnie de son fils de 7 ans. Un commando de 2 personnes a fait feu à bout portant sur lui, le blessant grièvement la tête, avant de prendre la fuite. En France, à Usinor-Longwy, des ouvriers sidérurgistes occupent depuis cet après-midi les locaux de la direction. Alexandre Sanguinetti s'est vu attribuer aujourd'hui le prix du Mémorial pour son livre « Histoire du soldat, de la violence et des pouvoirs », édité chez Ramsay. Ce prix littéraire a été créé par la ville d'Ajaccio pour récompenser une œuvre conforme aux vertus que défendait Napoléon Bonaparte.
Air France change de peau, rouge dans les premières classes, bleu pour les classes touristes. Les tissus des fauteuils sont au chiffre de la compagnie nationale, la moquette est uniformément bleu foncé. Ces nouvelles couleurs harmonieuses faisant jouer entre elles les trois couleurs nationales, je pensais qu'on verrait la photo mais elle ne vient pas, et tout cela donne une impression à la fois sobre et chaleureuse. J'espère que vous la verrez dans notre prochain journal. C'est le football qui a été le grand perdant de la rencontre Avignon-Montpellier, match remporté par Avignon 1-0. À Montpellier, des bagarres inqualifiables entre joueurs d'une part, mais aussi des bagarres dans les tribunes. L'arbitre lui-même a dû être conduit sous bonne escorte dans les vestiaires avant de s'esquiver, protégé par la police. Des journalistes ont même été frappés, et sans raison, par des joueurs au paroxysme de l'excitation, joueurs énervés par les décisions de l'arbitre. Vraiment, le spectacle était affligeant à Montpellier. Regardez. Il faut espérer que ce sera plus calme pour la finale de la Coupe de France. En effet, M. Giscard d'Estaing présidera en personne cette finale de la Coupe le 16 juin prochain au Parc des Princes. La première étape de grande montagne du Tour d'Espagne cycliste a été fatale au Français Le Vavasseur, qui a perdu la première place au classement général au profit de Zoetemelk. Le Hollandais est quatrième de cette étape, remportée par l'Espagnol Ángel López del Álamo. Si les températures sont toujours fraîches pour la saison, elles deviennent cependant plus acceptables sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, en début d'après-midi, le thermomètre variait d'une région à l'autre de 10 à 18 degrés. Et puis demain, eh bien demain le temps sera couvert avec quelques pluies sur les régions voisines de la mer du Nord et de la Manche. En revanche, sur la plus grande partie de la France, le temps sera ensoleillé, les températures plus élevées. Toutefois, au fil de la journée, des nuages se feront plus abondants près des Pyrénées, où des orages isolés pourraient éclater le soir. Voilà, ce journal est maintenant terminé. En fin de journée, pour la dernière édition de TF1 Actualité, vous pourrez retrouver Bruno Mazur. Merci de votre attention. Passez une bonne soirée.